Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui, je sais, la barbe, la coupe. Mais écoutez, j'avais pas le droit de vous en parler, mais je travaille un nouveau rôle. Un rôle pour le cinéma, un film un peu indépendant, sur un Canadien qui développerait des sortes de pouvoirs, des griffes en métal. Enfin, j'ai pas tout compris, je vous spoil pas plus, on passe à la vidéo. Et pour cette vidéo, quoi de mieux que de copier ce qui se fait sur YouTube finalement? Voilà, jaloux de la popularité de mon ami Wayne, je ne pouvais faire autrement que de piquer son concept. Bon, évidemment, il n'est pas le seul à faire le concept. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et je vous propose de commencer par The Weatherman, tome 1. The Weatherman, alors l'avantage, il ne m'a coûté que 10 euros, peut-être que vous l'avez vu, il y a une petite promotion pour l'achat du tome 1. Et à force de passer, voilà, de passer devant chez mon libraire, bah au bout d'un moment, j'ai craqué. C'est vrai que cette couverture, elle donne envie, toutes les couleurs. Et puis finalement, je retourne le livre, je lis le résumé, et petit coup de cœur, puisqu'on a une histoire qui m'a beaucoup fait penser à une autre, celle de Ramirez. Je sais pas si vous l'avez lu, il faut flinguer Ramirez. Bref, vous allez voir qu'il y a quelques similitudes si vous connaissez Ramirez. The Weatherman, écrit par Jody Lehop, je connais pas. Dessiné par Nathan Fox, je connais pas non plus. Ha. C'est l'histoire de Nathan, un présentateur météo qui vit sur Mars. Alors pourquoi sur Mars? Parce que depuis 7 ans, la planète Terre a été éradiquée, en tout cas tous ses habitants sont éradiqués, c'est presque 12 milliards d'habitants qui sont morts il y a 7 ans, tués par des terroristes, appelés l'épée de Dieu. Et un jour, Nathan, ce fameux présentateur météo qu'on voit ici, se fait arrêter et on l'accuse tout simplement d'être responsable de la mort de ces 12 milliards de personnes. Et je vous assure que autant vous allez en prison pour 2 morts, vous pouvez vous en tirer avec 30 ans de prison, je vous assure quand vous avez tué... Quand vous avez tué... vous avez tué 12 milliards. Je vous assure quand vous avez tué 12 milliards de personnes, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, bah, vous avez tous les survivants qui veulent vous buter, tout simplement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Grosso modo, l'idée de base, bah, elle est trop cool. Ça m'a beaucoup fait penser à Chuck aussi. C'est l'histoire d'un homme un homme totalement normal, encore une fois comme Ramirez, comme Chuck, comme Nathan, qui du jour au lendemain devient un homme d'une extrême importance pour le monde. Et c'est le cas ici. Donc j'ai retrouvé ces similitudes, et c'est des similitudes qui me plaisaient. Les relations entre les personnages, elles sont plutôt bien travaillées, ça marche en tout cas. Là où ça marche moins bien, je trouve, bah, c'est les dessins. Alors que cette couverture me donnait pas mal envie, bah, finalement les dessins ils font un peu brouillon. Ils font un peu fini à l'arrache. Les visages sont pas très beaux. L'action ça va, même si parfois on s'y perd, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais grosso modo ça va. Les couleurs, bah, encore une fois, les couleurs elles donnaient envie. Et finalement, bah, c'est un peu fade comme couleur et c'est un peu dommage. Je m'attendais vraiment à un univers hyper lumineux en fait, comme là, comme la police le laisse entendre. Et finalement, ça marche pas trop. Voilà, avis assez mitigé. Je sais pas si je prendrai la suite. C'était vraiment pour profiter de cette promotion. Je trouve qu'à 10 euros, ça vaut le coup. Au moins de tenter le tome 1. Est-ce que si le tome 2 passe à 15, 16, 17, est-ce que je le prendrai? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais bon, fallait tester. J'étais dans cette période où j'essayais pas mal d'indés. Alors là, c'est chez Urban, mais au moins, c'est pas du DC, quoi. C'est chez Urban Indies, voilà. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez essayer. Voilà, je sais que ça a pas mal plu. Je crois que ça a plutôt des bons retours. Moi, j'ai pas accroché. J'ai essayé de classer un peu dans l'ordre, on va dire, de ce que j'ai moins aimé à ce que j'ai le plus aimé. Mais à part The Weatherman, qui est un peu en dessous, tout ce qui reste, c'est vraiment des trucs que j'ai adoré. Donc on passe à Spider-Man, le dernier combat. Alors pourquoi je l'ai pris? Bah en fait on me l'a offert. Vous avez été beaucoup à me souhaiter mon anniversaire sur Twitter et sur Instagram, c'était en mars. On m'a offert du coup du comics, notamment Spider-Man, le dernier combat, édition must-have. Moi j'aime bien ces éditions-là, alors si vous entendez, ça craque un peu quand on ouvre, c'est un peu le souci de cette édition. Spider-Man, le dernier combat écrit par Mark Millar, dessiné par Terry Hudson et Frank Cho. Évidemment, c'est du Mark Millar. Moi, j'ai découvert Mark Millar avec Civil War. Et finalement, bah, le dernier combat, c'est un bon préquel,
un bon prémisse à Civil War, puisque Spider-Man se retrouve confronté à une de ses plus grosses craintes. L'un de ses ennemis jurés a découvert son secret, son identité secrète, et va s'en prendre à ses proches pour faire du mal à Spider-Man, tout simplement, ce que Spider-Man redoute depuis qu'il porte le masque. On va notamment assister au kidnapping d'un des proches de Spider-Man, et ça va être une véritable course contre la montre pour sauver cette personne. En résumé, c'est trop bien. Ça suffit ou pas? C'est trop bien parce qu'en 300 pages, un peu moins de 300 pages, Mark Millar, il nous met toutes les problématiques de Spider-Man. Autant le port du masque, j'allais dire. Putain, ça sonne moins bien en 2020-2021 quand même. L'identité secrète, la problématique de l'identité secrète, la problématique de tous ces ennemis là, la problématique des combats en milieu urbain ou même voilà, des super-héros urbains, les problématiques de mettre ses proches en danger en acceptant ses responsabilités, etc. Donc toutes ces problématiques, on les retrouve dans ce bouquin, et franchement c'est trop bien. Pour les amoureux de Spider-Man, je trouve vraiment que c'est un super bouquin. Donc ça, c'est les épisodes qui sont sortis en 2004, c'est les Marvel Knights 1 à 4, non 1 à 12, pardon. Donc sorti en 2004. Quelques années plus tard sort Civil War. Donc pour le coup, moi j'ai lu Civil War avant ça, mais je trouve que Civil War prend de l'ampleur, en tout cas sur la problématique Spider-Man dans Civil War, sur tout l'arc Spider-Man et ses décisions qu'il prend dans Civil War. Je trouve qu'elles ont encore plus d'importance quand on a lu ça. Donc franchement, je pensais lire une histoire comme une autre, et en fait, c'est un vrai tournant en fait dans l'histoire de Spider-Man. Vrai tournant, je sais pas, mais en tout cas, c'est une histoire qui est assez importante. On voit vraiment Spider-Man en difficulté, et on voit vraiment qu'il a l'habitude de prendre des coups, qu'il a l'habitude de se soigner de tout ça et tout, et c'est une histoire assez marquante en vrai. Les dessins, franchement, ils sont plutôt pas mal, hein. Notamment les scènes de combat, il y en a des très bonnes, notamment le début en fait, ça commence directement avec un combat, et franchement, ça rend super bien. J'ai beaucoup aimé. Pas aussi bien que ce qui arrive juste après, mais petit point faible si je dois en relever un quand même, la fin. En fait, c'est difficile de faire un comics dans lequel tu fais monter la sauce tout le temps. Au bout d'un moment, il faut que les attentes elles soient respectées, et c'est pas vraiment le cas. À la fin, elle retombe un peu. Ce fameux ennemi qu'on s'attend à découvrir là depuis 200 pages, ça rate un peu. Honnêtement, le coche il est un peu raté. Puis la dernière page, moi, elle me laisse perplexe. Pour ceux qui l'ont lu, c'est la lettre qu'envoie X à Y, on va pas spoiler, et qui correspond pas du tout au personnage tel qu'il l'écrirait, en tout cas tel qu'il penserait. Dans ma tête en tout cas. Je suis resté un peu sur ma faim, mais ça reste un très bon bouquin. Bon, les prochains bouquins, je les ai depuis un petit moment. Je les ai achetés petit à petit quand ils sont sortis en fait. Et j'avais pas craqué jusqu'à la fameuse vidéo de Wayne sur ses lectures comics. Mais j'arrive pas à parler, hein, c'est un lecteur. Jusqu'à la vidéo de Wayne sur ses lectures comics, notamment lorsqu'il évoque le cas de Venom, de Donny Cates. Et oui, ça y est, on en parle, enfin, sur cette chaîne. Je me suis pas spoilé évidemment la vidéo Wayne. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Venom? Donc, je vais vous parler directement de Venom 1, de Venom 2 et de Venom 3 en même temps, d'accord? Parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Donc, c'est évidemment scénarisé par Donny Cates et dessiné par Ryan Stegman. Je ne vous apprends rien, c'est probablement pas la première vidéo que vous regardez qui en parle. Mais qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Donc déjà, revenons sur l'histoire. On retrouve Eddie Brock dans une situation un peu spéciale. Il n'arrive pas trop à communiquer avec son symbiote. Il est obligé de le calmer, le symbiote réagit vraiment bizarrement, il a une attitude qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce que son dieu, voilà, le dieu des symbiotes, arrive sur Terre. Donc voilà, c'est pour ça que Venom agit bizarrement. Et finalement, dans ces 3 bouquins, on va voir à la fois la relation entre Eddie Brock et son symbiote, à la fois la personnalité de chacun, à la fois Knull qui arrive, donc cette menace qui pèse, etc. Donc si je devais les noter, leur donner une appréciation, ce serait excellent, très bon, moins bon. On va revenir sur le cas du 3 juste après. Sur le 1 et le 2, on a vraiment Case qui nous développe cette relation entre Brock et son symbiote, et c'est vraiment ce qui m'intéressait en lisant ça. Et puis évidemment Knull qui arrive, donc c'est vraiment les 2 points qui pour moi sont les points clés de cette série et qui sont ultra importants et tellement plaisant. Et on en vient à s'attacher au symbiote. Alors moi, c'est la première chose que je lisais sur Venom. Et en tant que néophyte de comics tout court, le peu de choses que je savais sur Venom, ça m'a suffi à comprendre en fait. Donc franchement, en tant que néophyte, ça passe super bien. Maintenant, si on revient sur le cas du 3, c'est un cas un peu spécial parce que, comme vous le voyez sur la couverture, c'est pas Venom, c'est Carnage. Et en fait, dans ce tome 3,
On a l'impression d'avoir un peu un hors-série en fait. On a l'impression que tout ce que tu crées sur le 1 et le 2, bah, tu le mets un peu entre parenthèses pour passer à ça. Pour passer au retour de Carnage, passer à cette sorte de secte qui veut ressusciter Cassidy. Et c'est un peu dommage parce que là, je veux lire du Venom, je veux pas lire Carnage. Donc me dire, ça y est, je passe au tome 3, je vais avoir des réponses à mes questions. Et en fait, non. Je l'ai un peu vécu comme une sorte de passerelle entre Venom et Absolute Carnage. Et en même temps, là, pour le coup, même en tant que néophyte, il y avait des trous que j'avais. Notamment ce qui se passe dans la ville, en fait. On nous rappelle quelque chose qu'a fait Carnage dans une ville. Bah, moi, forcément, bah, ça me dit rien, quoi. Et avant de finir sur Venom, j'ai beaucoup à parler de Kate. Mais il faut parler de la deuxième personne de ce duo. Stegman. Non mais... Les dessins. Aïe aïe aïe. Ils sont fantastiques. Non mais c'est fou. C'est l'un des dessinateurs qui arrive à tout faire. C'est-à-dire qu'il y a une scène statique, elle est magnifique. Il y a une scène d'action, c'est magnifique. Ce que je trouve le plus fantastique, c'est la manière dont il anime sorte de matière pétrole, matière symbiotique, on va dire en fait, dont est composé Venom et tous les symbiotes. Je trouve qu'il arrive vraiment à l'animer de manière... On ressent en fait une sorte d'élasticité et tout que peut avoir le symbiote et c'est vraiment kiffant. Et même en termes de scène d'action, regardez-moi ça. Là on a Venom qui en gros arrête un camion, hein, je ne spoil rien. C'est ouf. Les ondes, le flou pour ressentir la violence, les corps qui sont projetés, le verre, les muscles, tout. Il y a tout qui marche, la lumière. Bref, c'est vraiment un régal pour les yeux. Avant de passer au dernier comics de ma sélection de mars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à pas être abonnés parce que je vous le demande pas, tout simplement, on n'y pense pas forcément. Également, je me suis lancé sur Twitch, à raison de 1 ou 2 lives par mois, hein, je vous spamme pas. Néophyte Coffee sur Twitch, n'hésitez pas au moins à les follow et à être prévenu quand les rares lives se lancent. C'est sur fond de jeux vidéo, mais on discute de tout et notamment de comics. Et pour le dernier, les amis, j'ai encore craqué. En fait, depuis 6 mois, il y a une secte sur Twitter. Appelons-les une secte, en fait. Et ils spamment tellement la chose qu'ils adulent que j'ai craqué. Je ne remercie pas d'ailleurs le tweetos Kamewabunga, hein, qui se reconnaîtra. Et évidemment, vous l'avez compris, hein, avec ce pseudo qui ne laisse que très peu de doutes, la secte des TMNT Mahu. TMNT, pardon. Il y a que moi qui l'a traumatisé, sera plus jeune. Faudrait que je consulte. Bref, je suis pas un grand fan des TMNT, mais bah, finalement, sur Twitter, on m'a donné ultra envie de les lire, au moins de m'y intéresser. Donc j'ai fait un tweet, il y a ça 2 mois, je pense, en disant, ok, par quoi est-ce que je commence? Comment est-ce qu'il faut lire les TMNT? C'est là que Kamewabunga m'a totalement aidé là-dessus, puisqu'il m'a dit, attends le tome 0, qui sort en mars, et qui te raconte en fait les débuts des tortues. On va suivre l'histoire du coup des tout débuts de ces 4 tortues, de Maître Splinter, donc le rat. On va même suivre le début de Casey Jones, de April, de Shredder, bref, de tous ces personnages qui évoluent dans l'univers Tortue Ninja. Pour le coup, ils sont tous introduits dans ce tome 0, donc ça c'est trop cool. Et ça va commencer car ils ne sont que 3 tortues et il manque leur frère, donc on va revenir à la fois sur des flashbacks de comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce qu'ils sont devenus ces tortues ninja mutantes. On va revenir sur leur vie passée aussi au sein du clan foot, etc. Donc ça permet vraiment de comprendre l'univers des tortues. Alors je l'ai mis en dernier dans cette liste, même après Venom, parce que autant Venom m'a déçu un peu sur le tome 3, autant là, de bout en bout, c'était génial. Genre vraiment j'ai pris un pied monstrueux. Autant sur le développement des personnages. Évidemment, il y a 4 personnalités très distinctes dans les tortues, donc ça permet des interactions qui sont hyper pertinentes en fait. Leur histoire, bah, elle est trop bien. En fait, ce qui est génial dans cette série, c'est qu'on arrive à te faire accrocher à un truc qui est invraisemblable. Genre vraiment, si à un moment tu prends du recul et tu te dis d'accord, je suis vraiment en train de regarder 4 tortues mutantes ninja qui affrontent un chat mutant qui est sous l'ordre d'un alien dans le bide d'un mec. Ah ouais, ma psy, je vais vraiment devoir lui en donner pas mal des sous quand même. Pourtant, ça fait un peu parodie de ces héros urbains dont on a l'habitude.
Autant bah, ça marche super bien. Chaque personnalité fonctionne. J'ai vraiment passé un moment incroyable. C'est pour ça évidemment, je sais pas si vous voyez derrière, mais que j'ai acheté le tome 1, le tome 2 et l'histoire secrète du clan foot. L'histoire du clan foot, je sais plus. L'histoire du clan foot. Donc voilà, je vais lire la suite parce que j'ai hâte. J'ai adoré. Je vous déteste. Encore une fois, de m'avoir fait partir là-dessus. Ça fait encore une série. Léger défaut, à la rigueur, au niveau des dessins. Même si, franchement, ça m'a pas sorti de la lecture. Hein. C'est des dessins qui sont là aussi un peu brouillons, un peu griffonnés en fait. On a l'impression que c'est un peu des croquis parfois qui sont pas vraiment terminés. Genre, on voit certains traits apparents. Moi, ça m'a pas choqué. Mais surtout, Kamero Bunga m'a rassuré en me disant que ça s'améliorait au tome 2 et après. Donc, je vais être patient là-dessus, même si, encore une fois, ça m'a pas non plus dérangé outre mesure. Voilà, lisez Tortue Ninja, je suis tombé dans cette secte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle fait, je sais pas si j'ai assez développé sur chaque livre. C'était la première fois que je m'essayais à cet exercice-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez voir une vidéo comme ça chaque mois. C'était un mois assez basique pour moi, hein. En termes de lecture. C'est à peu près ce que je consomme. Peut-être légèrement en dessous parce que j'ai pas mal travaillé ce mois-ci. Donc ça, c'était ma vidéo sur mes lectures de comics de mars. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!